ce qui est très drôle, c'est que ce jeu de correspondance, il se situe à deux niveaux. Il y a bien sûr le cinéma par objet de fiction qui peut représenter des figures symboliques. Je ne sais pas moi, le monolithe de 2001 Odyssée de l'espace, des séquences dans Le Seigneur des Anneaux, des Jodorowsky bien sûr par exemple, et beaucoup d'autres, utilisent des figures symboliques, soit abstraites comme Kubrick, soit vraiment venant du tarot ou de l'ésotérisme traditionnel comme Jodorowsky. Mais d'une autre manière, ces symboles se mettent en jeu dans un dispositif qui est extrêmement particulier, qui est celui du spectateur de cinéma. C'est-à-dire qu'on rejoue la caverne de Platon quand on va au cinéma. On descend on sort de chez soi, on descend ou on monte, enfin on va dans une salle, on se met dans une certaine position, assise, on se met en état de réceptivité, la lumière s'éteint, et puis il va y avoir une lumière qui va venir de l'arrière, qui va traverser la salle, qui va se projeter sur l'écran et par réflexion va nous imprimer notre propre rétine. C'est-à-dire qu'on n'est pas face à la lumière, on est face à une réflexion de lumière. Encore plus quand c'était des projections 35 mm, parce qu'il y avait un mécanisme de stop and go, de clignotement qu'on a beaucoup perdu avec le numérique malheureusement, et qui donc plonge le spectateur dans une forme de semi-trans hypnotique. Ça, c'est pas moi qui l'ai montré, c'est Roland Barthes. C'était dans un article célèbre dans Communication qui s'appelait « En sortant du cinéma ». Mais avant lui, Jean Epstein et d'autres grands cinéastes ont travaillé le même sujet. Et donc, dans cet état de réceptivité et de semi-trans hypnotique, on va recevoir des informations qui vont toucher notre intellect, mais aussi notre psyché. Et quand je lis ce qu'on nous explique dans les processus initiatiques dans la plupart des écoles ésotériques, on nous dit exactement la même chose. Donc il y a une correspondance entre l'état de spectateur de cinéma et un processus, on va dire, d'initiation qui serait commun pratiquement à toutes les cultures. Je veux dire, dans une initiation de type africaine, il y a des films qui ont été faits là-dessus, on prend quelqu'un, on le sent, on va le mettre en brousse, on va lui montrer des choses, on va lui... En France, en Europe, on va le prendre, on va le mettre dans un temple. C'est exactement le même processus pour lui faire vivre une sorte de drame rituel dans lequel non seulement son intellect, mais aussi sa psyché vont être mises à contribution. Et au cinéma, grosso modo, on fait la même chose. Alors c'est très curieux et je me suis vraiment plongé là-dessus. Alors j'ai étudié la Kabbale, la mystique européenne, le tarot évidemment, pas pour faire des tirages de cartes pour prédire l'avenir, mais parce que les figures du tarot, par exemple, que ce soit je parle du tarot de Marseille, que ce soit les arcanes majeurs ou les arcanes mineurs, sont remplis d'un symbolisme absolument phénoménal. Et d'ailleurs, il y a un très grand universitaire, c'est Gilbert Durand, qui avait fait un bouquin qui s'appelle « Les structures anthropologiques de l'imaginaire ». Et il avait classé les mythes en mythes diurnes, mythes nocturnes, toutes les figures de l'imaginaire, en prenant comme base les 4 couleurs du tarot. La roue, le denier, l'épée et le bâton. Et ça fonctionnait très bien. D'ailleurs, ça fonctionne très bien dans Le Seigneur des Anneaux. J'explique ça pour Le Seigneur des Anneaux, parce que c'est une application de ce qu'on peut faire. Que ce soit le roman, et encore plus le film, si on prend les 4 couleurs du tarot, donc du tarot de Marseille, c'est-à-dire l'épée, le denier, le bâton et la coupe, on voit que toute l'histoire du Seigneur des Anneaux tourne autour de ces 4 figures. Le denier, c'est la figure circulaire, donc c'est l'anneau. L'épée, c'est l'épée d'Aragorn, c'est l'épée qui a été brisée, qui doit être reforgée, c'est le monde des hommes, c'est celui de Strider, Grandpa, qui va redevenir roi. Le bâton, c'est le bâton des magiciens, c'est Gandalf, mais c'est aussi Saruman, d'où l'importance du moment où il est dit « Votre bâton est brisé, Saruman », parce que c'est... Et puis la coupe, c'est le miroir de Galadriel.
c'est le monde des elfes, c'est celui où on va se mirer. Donc c'est le côté mystérieux, féminin, par opposition au côté masculin, symbolisé par l'épée Aragorn, les deux étant complémentaires, puisqu'ensuite Aragorn va épouser une elfe. Donc ça va ensemble, et l'ensemble fait un processus d'imaginaire très fort. Ça m'a fait rire d'ailleurs, parce qu'une fois, pour des étudiants, j'ai montré les Nibelungen de Fritz Lang, et uniquement pour travailler sur le mythe de l'épée. Et donc Siegfried forge son épée, après avoir tué le dragon, et il arrive au château pour demander la main de Kriemhild, et alors là, il est super viril, il se bagarre avec tout le monde, et j'avais complètement oublié, c'est en remontrant le film que je m'en suis rendu compte, que alors qu'il va se battre avec tout le monde, il y a Kriemhild qui arrive en haut d'un escalier pour calmer le jeu, et elle tient une coupe dans sa main. Alors, mes élèves avaient fait « waouh » comme ça, moi aussi, parce que j'avais oublié, et ça prouve que ces processus d'imaginaire, qui viennent des figures classiques de ce qu'on appelle maintenant l'ésotérisme, fonctionnent dans notre psyché, dans notre inconscient, et donc dans la création de l'imaginaire cinématographique.